Ou alors quoi de neuf chez les islamophobes? Eh oui, encore une fois aujourd'hui, on va s'occuper du Pokémon Nano Papillon. Eh oui, parce qu'il l'a invité partout, hein. Il fait des débats, etc., etc. Il crache sur l'islam, il dit l'islam c'est vilain pas beau. Il a toujours le même discours impérialiste, donc on va débunker ça. Donc aujourd'hui, il est en train de débattre avec qui? Avec Tariq Obrou, l'imam de la République. Donc lui, il est pas intéressant, c'est un menteur, lui. C'est un menteur, je le mets de côté parce qu'il est pas intéressant. Écoutez son mensonge. Regardez, écoutez. Je parle de vous en tant qu'imam. Est-ce que pour vous, un musulman a le droit d'apostasier Mais l'islam? bien sûr, on ne peut pas. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est Vous bien rendez de dire. compte? Ça n'a pas de soi aujourd'hui au tas d'islam, Non, non, l'apostasie. mais dans la réalité, j'ai vécu dans une société marocaine où il y avait. Bon, il ment, et en plus, ça n'a aucun rapport ce qu'il raconte avec la société marocaine. Donc il ment, voilà, il ment sur les hudud d'Allah. Donc il est pas intéressant, on le met de côté. On met de côté le vieux. On va s'occuper du Pokémon à ne pape. Voilà. On va écouter vers 22 minutes 50. On va mettre à 22 minutes 50. Soyez bien intentionné, mais il y a quand même quelque chose que je regrette dans vos propos, c'est que là on parle effectivement de théologie, mais on parle très peu de science en réalité. Et moi je vous ai lu, j'ai lu la plupart de vos ouvrages, et je regrette par exemple de ne pas trouver dans vos propos la moindre référence à l'islamologie savante qui vient tempérer aujourd'hui certaines prétentions de la vulgate islamique. Prenez l'exemple du prophète. Vous C'est quoi l'islamologie savante? Je sais pas c'est quoi. De quoi il parle quand il dit ça? Premier degré, je sais pas de quoi il parle. parler du prophète comme si nous connaissions sa vie parfaitement, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les traditions relatives à la vie de Mahomet ne sont absolument pas fiables. Et je regrette par exemple que vous ne citiez pas des gens comme Ignace Goldziher qui ont montré au XIXe siècle que les récits de la tradition musulmane n'ont aucune fiabilité historique parce qu'ils ont été... Alors, en fait, regardez, je veux remettre. Il y a un truc qu'il fait, et je l'ai attrapé sur ma première vidéo avec lui. Il y a un truc qu'il fait systématiquement. En réalité. Et moi, je vous ai lu, j'ai lu la plupart de vos ouvrages, et je regrette par exemple de ne pas trouver dans vos propos la moindre référence à l'islamologie savante qui vient tempérer aujourd'hui certaines prétentions de la vulgate islamique. Prenez l'exemple du prophète. Vous parlez du prophète comme si nous connaissions sa vie parfaitement, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les traditions relatives à la vie de Mahomet ne sont absolument pas fiables, et je regrette par exemple... Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que je le reproche. C'est ce fameux mot. On sait très bien que, en fait, c'est cette espèce de d'argument d'autorité verbale. C'est-à-dire que le terme on sait très bien que ça a émis une espèce d'autorité, en fait. Et pourquoi je lui reproche ça? Pourquoi je lui reproche ça? Parce qu'en fait, je lui ai reproché dans ma première vidéo, ça. Je lui ai reproché. Et il veut pas se réformer, le bougre. Il fait toujours les mêmes erreurs. Donc, c'est-à-dire, il va sur tous les plateaux pour répéter les mêmes choses. Pourquoi je lui dis ça? Parce qu'en fait, quand il dit on sait très bien que, ce zozo fait référence à certains historiens, en fait, une minorité d'historiens, qu'on appelle les hypercritiques. Regardez. Alors, j'ai posé l'affirmation qu'il a faite sous forme de question à Gemini. Excusez-moi pour les fautes, faites pas attention, j'écris vite, c'est pour... voilà. Est-ce que les traditions musulmanes n'ont aucune fiabilité historique parce qu'ils ont été forgés plus d'un siècle et demi après les événements narrés dans ces mêmes traditions? Qu'est-ce qu'il me répond? Cette question touche au cœur des débats entre l'historiographie traditionnelle islamique et l'approche critique des orientalismes modernes. Pour répondre avec exactitude et neutralité, il faut distinguer la méthodologie religieuse, comment les musulmans valident ces textes, de la méthodologie historique, comment les chercheurs modernes les analysent. Le décalage temporaire, un fait historique, il est exact que les premières grandes compilations écrites de hadiths comme Sahih Bukhari et les biographies complètes Sira Ibn Ishaq datent de 150 à 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc là ils mettent les dates. Toutefois, dire qu'il n'y a aucune fiabilité est une affirmation qui ne fait pas consensus chez les historiens. Voici pourquoi. L'argument de la tradition transmise orale, isnad, les savants ont développé. Donc là, ils expliquent c'est quoi l'isnad, comment on fait. Donc les critiques internes, les compilateurs, donc ça veut dire que voilà, etc. Conclusion religieuse, voilà. 3. La position de l'hypercritique, école révisionniste. Certains historiens comme Ignace Goldziger, Joseph Schwartz, je sais pas comment on dit,
ou plus récemment Patricia Crone, ont soutenu votre hypothèse. Non, bon, c'est pas mon hypothèse, mais bon, vous avez compris. Leur argument. Les hadiths ont été forgés pour justifier les positions juridiques ou politiques nées bien après Mohammed. L'absence de documents écrits, contemporains, papyrus, inscriptions, rend la vérification impossible selon les standards de l'histoire moderne. La position nuancée. Consensus actuel. Donc là, c'est le consensus des historiens. Aujourd'hui, de nombreux historiens comme Harald Motzki, George Scholler rejettent l'idée d'une absence totale de fiabilité. Ils utilisent la méthode critique des variantes. En comparant les différentes versions d'un même récit provenant de régions éloignées, ils parviennent à remonter à un noyau commun datant de la fin du 7e siècle, soit 30 ou 50 ans après les faits. Cela prouve que l'information circulait déjà de manière structurée bien avant d'être compilée dans les grands livres. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Fergan? Il a pris une minorité d'historiens, qui sont des hypercritiques, des révisionnistes, qui adoptent l'argument du silence, qui adoptent des méthodologies très très discutables, pour établir des conclusions. Donc lui se base sur une minorité, il délaisse la majorité des historiens, pour lui établir ses conclusions, parce que lui, son but, c'est d'attaquer l'islam. C'est pas d'être nuancé, c'est pas d'avoir une position nuancée, non, non, non. C'est de prendre toutes les thèses hypercritiques et de les balancer sur les plateaux. Et surtout en affirmant que aujourd'hui on sait que, c'est-à-dire une espèce d'argument d'autorité verbale. Et c'est ça, moi, qui me dérange, en fait. Dans son approche, c'est ce qui me dérange. De faire croire que tous les historiens adoptent, et qu'il y a un consensus des historiens sur ses conclusions à lui, sur ses interprétations à lui. Et c'est pour ça que je dis ce qu'il dit, c'est faux. S'il dit, pour être dans l'exactitude, il y a des historiens qui disent que, là, j'aurais aucun problème avec lui. Mais là, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, aujourd'hui, on sait que. C'est-à-dire que c'est établi, c'est un fait établi. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des historiens et tous les historiens sont d'accord. Du moins, la majorité. Et c'est pas le cas. Et c'est là mon problème avec ce Pokémon Nane Pape. C'est un menteur. Il ment. Et il vient sur les plateaux faire l'intellectuel et mentir sciemment. Et c'est ça mon problème avec lui. Donc on écoute la suite. Par exemple, que vous ne citiez pas des gens comme Ignace Goldziher qui ont montré au XIXe siècle que les récits de la tradition musulmane n'ont aucune fiabilité historique parce qu'ils ont été... Donc c'est celui qu'on a vu, hein, c'est un hypercritique. Forgés plus d'un siècle et demi après les événements oui, que ces traditions prétendent rapporter. Sur le Coran, bon, vous semblez convaincu effectivement que le Coran est un... On va s'engager dans un débat très profond. C'est un peu le même parce qu'on est... Regardez, je vais vous montrer pourquoi la position des hypercritiques peut poser problème. Vous allez voir vous-même. Donc j'ai posé la question à Gemini, qu'est-ce qu'un hypercritique en histoire ? Alors, en histoire, l'hypercritique ou école révisionniste désigne une attitude méthodologique poussée à l'extrême qui consiste à rejeter la validité des sources traditionnelles dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par des preuves matérielles contemporaines, archéologie, numismatique et inscription. Donc numismatique, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est de l'épigraphie, je sais pas si c'est quoi. Voilà, l'épigraphie c'est plus l'inscription, donc je sais pas c'est quoi. Je chercherai plus tard. L'hypercritique ne se contente pas de douter. Elle part du principe que le récit transmis par la tradition est une construction tardive, souvent politique ou idéologique, et non le reflet des faits réels. Les principes fondamentaux. Le décalage temporel. Si un texte est écrit 100 ou 200 ans après l'événement, il est considéré comme un témoignage sur l'époque de l'auteur et non sur l'époque qu'il écrit. L'absence de preuves externe. Si les sources internes, exemple les textes religieux, disent une chose que l'archéologie ou une source externe, exemple les textes syriaques, grecs de la même époque, ne confirme pas, la source interne est rejetée. L'intentionnalité. L'hypercritique cherche à savoir à qui profite le crime. Si un récit valorise une dynastie ou un dogme, il est soupçonné d'avoir inventé pour légitimer ce pouvoir. En gros, ce qu'ils font, c'est ils veulent raconter une histoire, en fait.
Ils font pas de l'histoire, ils veulent juste raconter une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent à raconter une histoire. Une histoire où il y aura un complot, ou voilà. C'est-à-dire, en fait, ils interprètent tout ce qu'ils ont pour raconter une histoire. C'est une dinguerie, en fait. Pour moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, ce genre de méthodologie, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est du subjectivisme pur. Là, on est dans le subjectivisme pur. C'est-à-dire, on est à la limite de la thèse complotiste, et on est dans du subjectivisme pur. Et ensuite, on veut te raconter une histoire. C'est-à-dire, on veut pas juste rapporter ce qui s'est passé, les faits, mais on raconte une histoire. C'est-à-dire, en fait, les gars, c'est les inspecteurs, quoi. Ils font une enquête, quoi. C'est-à-dire que si la source est trop tardive, c'est-à-dire que ils délaissent tout ce qui est tradition orale. Pour moi, ça relève, c'est mon avis, hein, ça relève de l'impérialisme. C'est un impérialisme idéologique. On va pas se mentir. Pourquoi rejeter les traditions orales? Sous quel prétexte? Pourquoi? Bref. Ensuite, 2, l'application aux origines de l'islam. Parce que oui, ces gens-là s'attaquent beaucoup plus à l'islam, comme par hasard. Dans le domaine des études islamiques, l'école hypercritique a émergé dans les années 1970. Avec les chercheurs comme John Wansbrough, Patricia Crome et Michael Cook. Leur thèse était radicale puisque les biographies de Mohammed et les recueils des hadiths datent du 8e et du 9e siècle. Ils ne nous apprennent rien sur le 7e siècle, mais nous informent sur les débats théologiques des Abbassides. Pour eux, le récit traditionnel est une histoire de salut, mythe fondateur, plutôt qu'une chronique factuelle. 3. Maintenant, il va énoncer les limites. Et d'ailleurs, je tiens à dire quelque chose, j'ai mis un script à mon géminien. Ça veut dire qu'il est très méthodologique, et ensuite il me rapporte les sources. C'est-à-dire qu'il dit pas des bêtises, mon Gemini. Alors, les limites de cette méthode. Aujourd'hui, les hypercritiques pures sont souvent critiquées par les historiens contemporains pour plusieurs raisons. 1. Le vide historique. Si l'on rejette totalement les traditions orales, sous prétexte qu'elles sont tardives, on se retrouve souvent sans aucun récit pour expliquer les changements majeurs, comme l'expansion fulgurante de l'Empire arabe. Et ça, c'est vrai, ça. Très bon argument. Le mépris de l'oralité. Et c'est ce que je disais, en fait. C'est un espèce d'impérialisme idéologique, en fait. Je vais pas dire c'est du racisme, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu, ouais, non, l'oral, c'est le téléphone arabe, c'est le truc de bédouin, etc., etc. C'est un peu ça, hein. C'est un peu une espèce de biais idéologique, quoi. Le mépris de l'oralité. Les chercheurs modernes comme Harald Motzki ont prouvé que la tradition orale peut être transmise avec une grande fidélité grâce à des structures formelles, chaînes de transmission, rendant le rejet total injustifié. Et le dernier, donc là c'est un historien, mais pas hyper critique, c'est un historien un peu plus rigoureux, hein, pour le coup. Et 3, l'argument du silence. L'absence de preuves archéologiques n'est pas la preuve de l'absence du fait. Voilà. Voilà pourquoi les méthodes hypercritiques sont très très bancales. Bon, je dis pas qu'ils disent que des bêtises, les hypercritiques. Mais leur approche, déjà, il y a un biais et ça découle souvent sur des trucs farfelus. On va pas se mentir, ça découle sur des trucs farfelus. Et regardez ce que donnent les thèses hypercritiques. Aujourd'hui, t'as des Odon La Fontaine, des gens comme ça qui font des thèses, mais tirées par les cheveux, judéo-nazariennes. C'est horrible. Voilà le fruit de cette école de pensée, quoi. Cette école historique, du révisionnisme historique. Ça n'a aucun sens. Bref, on retourne. Il demande des introductions et un développement. C'est le même débat parce que on est face à une religion qui ne s'est absolument pas familiarisée avec la méthode historico-critique. Là où les juifs et les chrétiens, depuis Spinoza... Donc là, il est en train de dire que l'islam ne s'est absolument pas familiarisé avec les méthodes des hypercritiques. Que j'aime tant, gros bisous, Patricia Combe vient manger à la maison. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est tout ce qu'il dit. Puis Richard Simon ont fait un travail historico-critique assez poussé sur leurs textes fondateurs. Les musulmans n'ont pas commencé.
un centième, pour décortiquer le contexte anthropologique dans lequel est né, par exemple, la Bible. Vous disiez tout à l'heure que le Coran est né dans un contexte patriarcal. Alors c'est vrai en partie, mais ce que vous ne dites pas, c'est que dans certaines parties de l'Arabie, le statut des femmes était bien plus élevé avant l'islam qu'après. On recense dans l'Arabie pré-islamique des femmes qui ont acquis le statut de reine. Je pense à la reine Mavia. Et donc cette idée, que la femme du prophète, cette idée, la femme du prophète lui-même était une on la connaît. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Tranquille, Tariq. Bon, ce qu'il dit encore, c'est encore faux. En fait, lui, il vient que distiller du faux, en fait. C'est ça, son travail, c'est venir distiller du faux sur l'islam. C'est dinguerie. On va aller sur mon Gemini encore, hein. Mon bon vieux Gemini. Alors, j'ai posé la question au Gemini, est-ce que les femmes avaient un meilleur statut dans l'Arabie avant le 7e siècle? Bon, il est, comme d'habitude, il est très très nuancé, tu vois, il est plus dans l'exactitude que ce monsieur-là, qui est lui en train de faire une propagande contre l'islam, tu vois. Donc, alors, la question du statut des femmes en Arabie avant l'islam, la Djahiliya, est un sujet complexe qui fait l'objet de débats entre historiens. Il n'y a pas de réponse binaire, mieux ou moins, car la situation variait énormément selon les tribus, les classes sociales et les régions. Voici une analyse factuelle, basée sur les sources historiques. Rien qu'avec cette réponse-là, qui est très nuancée, c'est-à-dire que lui, si on prend sa thèse, non, on va continuer à lire, 1. Des droits et libertés notables dans certaines élites. Contrairement à l'idée reçue, certaines femmes de la haute société mécoise ou yéménite jouissaient d'une autonomie importante. Autonomie économique. Certaines femmes possédaient des biens et dirigeaient des commerces. L'exemple le plus célèbre, c'est Khadija, qui était riche. Et la liberté de choix de mariage. Dans certaines structures tribales, les femmes de haut rang pouvaient choisir leur époux ou initier un divorce. Rôle public, on retrouve des traces des femmes poétesses, etc., etc. Une absence de protection juridique généralisée. Cependant, pour la majorité des femmes, pauvres, esclaves ou de tribus moins influentes, la situation était très précaire. Infanticide, bien que l'ampleur exacte soit débattue par les historiens modernes, la pratique d'enterrer des filles vivantes est attestée comme une réponse à la pauvreté, peur du déshonneur lors des guerres tribales. L'absence de droit de succession. Dans la plupart des coutumes tribales, les femmes ne pouvaient pas hériter. Au contraire, elles pouvaient elles-mêmes être héritées. Donc elles étaient données en héritage carrément. La polygamie illimitée, donc voilà, il y avait la polygamie illimitée. Comparaison avant le 7e siècle, l'arrivée de l'islam a codifié certains aspects qui ont été perçus comme une amélioration immédiate tout en restreignant certaines libertés préexistantes. Voilà. Donc c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc si je fais la synthèse de ce que ce Pokémon à nœud papillon dit, je peux faire exactement la même analogie malhonnête en disant que à l'époque, vu qu'il y avait femmes de haut statut, de haut rang qui avaient des privilèges et qui bénéficiaient et qui jouissaient de beaucoup de droits, donc ça veut dire qu'à l'époque les femmes avaient beaucoup de droits, voilà. Voilà, c'est une idée reçue, comme on disait, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits à l'époque, avant le féminisme. C'est une idée reçue, en fait, voilà. Donc je fais exactement le même parallèle, je fais la sûr, hein. Vous vous doutez bien que ça n'a aucun sens ce que je dis. C'est ce qu'il vient de faire, en fait. C'est-à-dire qu'il prend une minorité qui était très riche, qui de la haute société, pour dire, regardez, mais avant, ils avaient des statuts. Et la majorité, il en a rien à cirer. Il apprend pas. Et c'est que ça. Et c'est pour ça que ce Pokémon à nœud papillon, pour moi, c'est un guignol. Je le dis, pour moi, c'est un guignol. Parce que il vient sur les plateaux que pour mentir. Je vais pas faire toute sa vidéo, mais j'ai pris quelques extraits pour vous montrer que cet homme est un menteur. Il ment. Il vous manipule. Ne croyez pas tout ce qu'il dit. Vérifiez par vous-même. Vous prenez ce qu'il dit et vous vérifiez. Voilà. Donc sur ce, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Et abonnez-vous, car ça vous coûte rien. Et moi, c'est un grand bienfait pour moi, en fait. Si vous vous abonnez, plus vous abonnez, plus mon travail sera reconnu, et plus la chaîne va monter. Abonnez-vous.